Écoutez, je me suis souvent interrogé sur le pourquoi de ce livre, mais il est certain qu'à l'âge où on écrit communément ses mémoires, j'avais plutôt envie d'écrire cette histoire, ces mémoires de ma grand-mère maternelle, Isis, parce que, tout simplement parce que je l'aimais. C'est une histoire d'amour. Il faut bien mesurer que jadis, les veuves, et elles étaient nombreuses, les veuves, on ne les mettait pas dans des maisons de retraite. Non, on les gardait chez qui? Chez la fille. Plutôt la fille que les fils à cause des bruits. Et par conséquent, dans la mesure même où mes parents travaillaient tous les deux, c'est ma grand-mère qui, là où je suis né, apparaissait comme la bonne fée toujours présente. Et puis, de surcroît, je parle là d'expérience, le rapport entre les grands-parents et les petits-enfants n'est pas le même que celui des parents et des enfants. Vous n'avez pas à vous préoccuper de l'éducation des... Bon, vous voulez seulement leur faire plaisir. Bref, je dirais c'est une affaire d'amour entre petits-enfants et grands-parents. Et dans le cas de ma grand-mère, comme elle était toujours là, eh bien, quand je pense à mon enfance, inévitablement, irrésistiblement, je pense à ma grand-mère. Alors que ce fut un personnage à tous égards exceptionnel, c'est certain. Et quelque part, il y avait une nostalgie et puis un besoin de le lui dire. Évidemment, je sais que les écrits de Proust sur sa grand-mère sont incomparables. Nul ne saurait se comparer d'ailleurs à lui dans ce domaine. C'est vrai qu'entre la grand-mère, Madame Veil, grande notabilité israélite de son temps, et ma grand-mère Edith, qui était illettrée, il y a un abîme, mais pas dans le sentiment. Hélas, dans l'expression sûrement de cet amour, mais pas dans le sentiment. Et c'est ce sentiment que vous êtes allé rechercher, Robert Badinter, parce que la mémoire, et vous serez, j'imagine, d'accord avec moi, est faillible, fragile, que ce soit la mémoire intime, personnelle ou la mémoire collective. Vous évoquez Proust, pour aller rechercher ces souvenirs, vous avez utilisé quand même, à votre corps défendant, des subterfuges proustiens. Vous repensez à cette balade dans les rues du Marais, au goût d'un gâteau au fromage, à une odeur de chocolat chaud, au parfum de 2 gouttes d'eau de Cologne derrière les oreilles, au silence aussi d'une prière. C'est donc les sens que vous mobilisez pour essayer de retrouver cette mémoire disparue. Vieillir, c'est organiser sa jeunesse au cours des ans, disait Paul Éluard, mais vieillir, c'est aussi rajeunir, écrivait Victor Hugo. Vous racontez donc l'histoire de cette grand-mère. Elle était mère de 2 fils, puis d'une fille, Charlotte, votre mère, à vous, Robert Badinter. Elle est née dans le Yiddishland, en Bessarabie, en 1863. C'est une juive des Shtetl, mariée à un homme qu'elle aimait passionnément, Shulim, parti servir l'armée du tsar. À son retour, ils se retrouvent, mais son mari va jouer les maigres ressources du foyer aux cartes. Il était joueur, c'était Il son était moindre joueur, défaut. oui. Ouais. Et tout ça, ça va accélérer leur exil et leur exode. On va y revenir. Comment vivait-elle là-bas, Idis? Qu'est-ce qu'évoque ce monde disparu aussi, dans lequel elle a grandi et commencé sa vie de femme? Vous êtes dans l'Empire tsariste, bien avant la guerre de 14, et dans le Yiddishland, c'est-à-dire la partie occidentale, près des frontières occidentales de cet immense empire. Ça va, les Yiddishland, depuis la Baltique jusqu'à la mer Noire. La Bessarabie, c'est province du Sud, à côté de la Roumanie, très proche de la frontière roumaine, ce qui, ma grand-mère étant très pauvre, et son mari étant parti à l'armée du tsar pour des années, là-bas, rivage du Pacifique, là où il y avait les Japonais, et il fallait vivre. Et c'est ainsi que,
en dehors des maigres ressources qu'il tirait de son commerce, jour du marché essentiellement, elle s'est livrée à ce que l'on doit appeler de la contrebande de tabac, parce que le tabac était meilleur et moins cher en Roumanie que dans l'Empire tsariste. Je raconte cela, ma mère se plaisait à le raconter, avec évidemment une part, je ne méconnais pas, de recréation. Je n'ai pas connu du tout l'Empire tsariste, je peux simplement attester par les textes même qu'il est férocement antisémite, dans ses lois même, et que le sentiment populaire était profondément anti-juif. Ils ne sont pas partis, mes parents, mes grands-parents, ne sont pas partis simplement parce que c'était la misère et pour aller gagner des terres plus prospères. Non, ils sont partis après les grands pogroms qui ont ensanglanté la Bessarabie au début du XXe siècle, qui ont été dénoncés d'ailleurs par Jaurès, et notamment à Kishinev, où les morts se comptaient par centaines de juifs qu'on tuait dans des émeutes qui étaient provoquées d'ailleurs, on le sait, par la police tsariste. Et c'est dans ces conditions que mes oncles, d'abord, c'est toujours la même histoire chez les émigrés. D'abord les fils en âge de travailler qui tentent l'aventure, et puis ensuite on fait venir les parents, et évidemment les derniers enfants qui restent, qui viennent avec les parents. C'est exactement l'histoire de ma famille. Les fils sont partis d'abord, puis Idès a suivi avec Charlotte. Mon grand-père, lui, étant parti entre les deux, non sans avoir hélas perdu aux cartes le montant du toit, ce qui fait qu'il a fallu précipiter la vente de Lisbonne et partir pour Paris, où il y avait déjà des cousins, car c'est comme ça que se crée à la fois un courant de migration et puis des quartiers d'immigrés, parce qu'il est normal qu'arrivant dans une ville inconnue et dans un pays dont on ne maîtrise pas ou mal la langue, eh ben, on a retrouvé le cousin, l'ami. Pas facile de joindre les deux bouts pour elle au quotidien, au début du XXe siècle, dans ce coin de la Russie tsariste en Bessarabie. Vous racontez ce climat qui précède cet exil, les pogroms d'une violence inouïe. Et sur cet antisémitisme, je vous propose d'écouter le témoignage d'un exilé juif russe parti avant la révolution de 1917. Israël Gruvman recueillit ce témoignage par Paul Ajac en 88. Vous n'aviez pas de contact avec la ville russe la plus proche? Si, il y en avait une ville plus proche, ça s'appelle Gaïsin. Et alors, si vous vous racontez qu'est-ce qu'on a souffert, ce serait trop. Parce qu'on était très antisémite. De quelle manière est-ce que vous le sentiez, puisque vous étiez complètement coupé de la réalité russe? Quand on se trouvait dans la ville, ils buvaient beaucoup, c'était des ivrognes. Alors, l'air pop, il leur dit, battre un juif, c'est une bonne action. C'est venger les Russes, venger les Christ, les écoliers. Alors les Ukrainiens tombaient sur moi, ils m'ont donné des coups. Il y avait une vingtaine de gars. Il y avait un qui était plus intelligent, il a dit, non, c'est pas ça encore. Il est parti, il a trouvé un morceau de graisse de cochon, il m'a mis sur le livre. Pour moi, c'est pour la lèvre. Mis sur les lèvres, il vous a mis de la graisse de porc sur les lèvres. Oui. Alors j'ai dit à ma mère, je vais plus aller à l'école. Alors elle m'a dit, écoute-moi mon fils, on sème en pleurant, mais on récolte en chantant. Tu vas voir. On sème en pleurant, mais on récolte en chantant. Oui. Pour les riches, c'est l'enfer de l'autre monde, et pour nous, c'est le paradis de l'autre monde. Ce témoignage qu'il est important de réentendre aussi aujourd'hui, parce que c'est aussi l'objet de ce livre, Robert Badinter, c'est de raconter un monde disparu, alors que les derniers exilés se sont en allés. C'est aussi ce que vous faites, vous, avec ce livre, de rapporter cette parole. Il y a des mots que vous retrouvez, vous rappelez, vous évoquez dans ce livre, souvent dans ces pages, l'accent de votre grand-mère, entre le yiddish, le russe. Est-ce qu'il ressemblait un peu à celui d'Israël Gruvman ? Oui, un peu. C'est un accent que je connais bien.
bercé mon enfance, que j'ai entendu autour de moi, évoquait l'antisémitisme dans l'Empire tsariste. Moi, je vais vous raconter, je le mentionne d'ailleurs dans le livre, une anecdote, alors là, que mon père rapportait volontiers. Vous ne pouviez pas aller au lycée si vous étiez enfant juif, sauf dans le cadre d'un numerus clausus. C'était limité à 5% du nombre des élèves du lycée, pas plus de 5% de juifs. Donc, ça faisait une sorte de sélection. Et évidemment, ceux qui réussissaient à franchir ce barrage étaient souvent de très bons élèves, indépendamment de, je dirais, l'impérieuse nécessité d'apprendre pour eux. Et mon père racontait, avec une certaine ironie, mais il y avait quelque part comme la voix d'un enfant qui a été blessé profondément par le propos qu'il rapporte. Mon père racontait que à la fin de l'année scolaire, le proviseur du lycée, un ancien officier de l'armée impériale, le faisait venir et lui disait: Simon Abramovitch, tu as de très bonnes notes, c'est très bien. Tu étais premier en russe, premier en français, premier. Mais comme tu es juif, tu n'auras pas la médaille d'or. Je ne sais pas si on mesure ce que ça peut susciter chez un enfant de 15 ans. Tu peux y supposer. Qu'on ne s'étonne pas après cela que mon père, devenu étudiant et toujours dans le numerus clausus, l'université, pas plus de 3%, sont les chiffres à peu près qu'adoptera Vichy en ce qui concerne les élèves juifs dans les lycées français. Eh bien, mon père me disait, faut pas oublier ça. Et on ne peut pas s'étonner que tous ces étudiants soient évidemment des républicains et, disons-le, rêvaient que de voir l'Empire du Tsar s'effondrer. C'est très important parce que c'est une des raisons pour lesquelles vous aviez cet exode massif vers la République française. Robert Badinter, 4 générations plus tard, et d'ailleurs ce livre, Idis, vous le dédiez à vos petits-enfants. Oui. 4 générations plus tard, qu'est-ce que ça veut dire encore, ces mots Bessarabie, Yiddishland? Est-ce que vos petits-enfants, avant vos écrits, arrivent à mettre des images dessus? Vous parlez aujourd'hui d'un monde mort, d'un monde disparu. Qui a tué ce monde? Nous avons un responsable premier. Adolf Hitler. N'est-ce pas, on sait qu'il y a eu environ 6 millions de juifs tués au cours de la Shoah, du génocide juif par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Pour l'essentiel, c'était là. Les 3 millions de juifs polonais, un peu plus même, ont quasiment disparu. Et tout le long de l'Europe centrale, vous avez cela. Quand ordre a été donné aux Allemands d'attaquer l'Union soviétique, les Einsatzgruppen tuaient les commissaires communistes et les juifs. Et là, on pense qu'il y a eu environ 1 million de morts. Ce sont ces millions de morts qui font ce désert de ce qui fut jadis le Yiddishland. C'est tout simplement des êtres humains qui ont disparu. Indépendamment de cela, il y a eu cette fureur d'anéantir complètement ce qu'étaient même les traces du judaïsme dans ces régions. Si aujourd'hui à Prague, vous avez encore un quartier juif avec des synagogues, on les connaît, le célèbre cimetière juif, c'est pour une raison simple. Himmler disait: non, celui de Prague, le ghetto de Prague, nous n'y touchons pas, parce que ce sera le témoignage d'une race disparue. D'une race disparue. Et en effet, c'est par millions qu'ils ont disparu. Je n'ai pas besoin de dire plus la destruction des synagogues, la destruction des cimetières. C'est pour ça que on a ce sentiment, quand on va en Bessarabie, moi
Vous y êtes allé, hein, vous êtes Oui, retourné j'y dans suis le allé, village mais- et vous n'avez pas retrouvé mais d'ailleurs pas en- grand-chose. Oui, mais j'y suis pas allé en pèlerinage. Je n'ai pas été en Bessarabie pour voir ce qui pouvait rester de mes aïeux. Non, pas du tout. Je travaillais à ce moment-là à la nouvelle constitution soviétique. Gorbatchev voulait instaurer dans ce qui était encore l'Union soviétique, et j'étais à Moscou avec des juristes soviétiques, très bons, et puis, comme il est d'usage, il dit, bah, voilà, les travaux sont finis maintenant. Et j'ai dit à mon frère qui était avec moi, tiens, on va aller en Bessarabie. Et c'est comme ça que je suis retourné dans ces lieux déserts, où il n'y avait plus de juifs, pas de synagogue, et où, en se retirant, les Allemands avaient fait sauter jusqu'aux tombes. Donc, c'est un monde qui a été délibérément assassiné. Voilà. Vous dites, Robert Badinter, que vous n'y êtes pas allé en pèlerinage. Peut-être parce que votre histoire à vous, elle est avant tout française, comme elle l'a été par la suite pour votre grand-mère qui est arrivée ici. Comment Idis a-t-elle vécu son exil français? Vous écrivez, elle et les autres étaient des juifs de nulle part qui se trouvaient chez eux, partout, pourvu qu'ils fussent avec les leurs. Vous racontez les années heureuses, celles notamment de Fontenay-sous-Bois, où votre famille a déménagé à la fin de la Grande Guerre en 1917. Et vous écrivez, même le plus pessimiste des Yids à l'époque n'aurait pu dire que le bonheur pour les Juifs n'était pas de ce monde. Sur cette question de l'exil, je vous propose d'écouter les mots de la philosophe Julia Kristeva. L'exil, pourquoi? L'exil pour se réaliser. Très souvent, on constate que ceux qui prennent les décisions de quitter leur pays, malgré et par-delà ces contraintes économiques et politiques, sont des gens en désaccord profond avec leur milieu, leur clan, leurs parents, leurs proches, qu'ils sont déjà en quelque sorte un exil intérieur et que très souvent une profonde blessure les sépare ou les lie à leur environnement et que l'exil est d'une certaine manière propulsé par cette blessure, qu'il ne guérit pas, qu'il ouvre de nouveau et qui fait que en situation d'exil, la douleur est une accompagnatrice permanente, mais cela peut être aussi un moteur pour une sorte de sublimation. Avec la douleur, réussir quelque chose, aller au bout de ses capacités, faire le mieux son travail de femme de ménage ou de cantatrice, peu importe, mais se réaliser. Alors vous racontez, Robert Badinter, cet exil, la solidarité entre juifs immigrés rencontrés sur la route, et notamment à Vienne, là où ils se sont arrêtés avant l'arrivée en France. La France qui avait une très bonne réputation dans le Yiddishland, c'était une patrie, la patrie du savoir, de la connaissance, mais c'était aussi le premier pays à avoir, premier État à avoir accordé aux juifs les mêmes droits de citoyens qu'aux autres. Oui, c'était notamment, j'ai surtout le cas s'agissant de mon père, qui lui est venu plus tard. Mais il y avait un amour, le terme n'est pas trop fort, un amour de la République française chez les hommes de sa génération, et chez les femmes aussi, pas seulement parce que le français était la langue de toute l'Europe continentale cultivée, et que notamment en Russie impériale, on parlait français dès qu'on parlait une seconde langue. Ça valait pour toutes les classes sociales, y compris, dans le cas de mon père, le plus pauvre, mais au lycée impérial, on apprenait d'abord une langue étrangère, le français. Et oui, l'amour de la République française, pourquoi? Indépendamment de goût, de la passion donnée par les auteurs français qui le lisaient, c'est, vous l'avez dit, vous l'avez rappelé, mais il faut bien mesurer ce que ça pouvait signifier pour eux, les Juifs du Yiddishland, un pays dans lequel un Juif pouvait devenir fonctionnaire, professeur, magistrat, juger des non-juifs, officier. Ça ne se faisait pas si aisément que ça, l'affaire Dreyfus en témoigne, mais partout, aller dans tous les postes de l'État, c'était véritablement
un pays sans comparaison aucune avec ces États d'Europe centrale et spécialement cette Russie impériale. Et le rêve de Paris ne s'exerçait pas que sur les artistes ou les savants. C'était beaucoup plus profond que ça. Il y avait, et ça a longtemps persisté, il y avait un amour de la France telle qu'on se la représentait, c'est très bien décrit par Lévinas, et qui était réel. Et mon père, qui lui a quitté la Russie après la Révolution, parce que c'était fondamentalement un homme de paix et qu'il ne pouvait plus supporter de voir le sang couler, il avait fait la guerre de 4 ans, il a choisi la France, mais par amour. Et chez lui, ce patriotisme, il faut appeler les choses par elles, était si fort que chez nous, posait problème pour Idis, mais chez nous, il était interdit de parler autre chose que français. Je regrette parce que j'aurais pu apprendre le russe aisément, mais non, il n'était pas question. Le russe était réservé uniquement aux conversations entre ma mère et lui pour des questions que les enfants ne devaient pas entendre. D'ailleurs, le prénom de votre mère a changé à l'arrivée en France, c'est devenu Charlotte. Oui. Elle s'appelait Chifra quand elle est partie de Bessarabie, et vous vous appelez Robert et votre frère Claude. Oui, il s'appelait Claude, oui. Mais c'était surtout de cette volonté. Je suis en France, nous sommes devenus français par naturalisation, c'est notre patrie, chez moi on ne parle que français. Et ça n'était pas le seul, c'est le cas de toute sa génération. Mais pour lui, la France se confondait avec la République française. Et vous parlez d'ailleurs du rêve d'assimilation de votre mère et de réussite sociale aussi. Hein. Votre père, lui, avait cet idéal qui était la République. Votre mère, elle, rêvait qu'on ne vous distingue plus. C'était aussi cette envie-là qu'il avait travaillée. Oui. Ma mère, elle rêvait plus encore, oui, assurément plus que mon père, de réussite sociale. Elle rêvait de voir ses enfants intégrés, non seulement intégrés, assimilés, et à travers cette assimilation, elle rêvait de voir mon frère, mon père aussi rêvait de voir mon frère, là, à l'école normale supérieure Lulm. Ça, c'était le Graal, le comble des ambitions de la famille. La vie, hélas, on a décidé autrement. Quel attachement en retour de la France dans la citoyenneté à l'épreuve, la démocratie et les Juifs, qui est paru à la rentrée chez Gallimard. Dominique Schnapper souligne l'ambivalence de cette relation. La France a accueilli, s'il ne faut pas donner un sens trop moral à l'accueil, il y a eu des raisons différentes, et c'est très bien dit à propos des Arméniens. C'est-à-dire qu'à la fois, à certaines époques, la France a eu besoin de main-d'œuvre qui arrivait de l'extérieur, mais en même temps, il y avait le sentiment que la France était un pays particulier, c'était le pays de la Révolution, c'était le pays de l'universalisme. S'agissant des Juifs, c'était le premier pays qui avait accordé l'émancipation aux Juifs. Lévinas raconte que son père lui a dit un pays où la moitié de la population s'est soulevée pour défendre un officier juif, voilà le pays où tu dois aller. Et dans l'Europe de l'Est, on disait heureux comme Dieu en France. Et puis, il y a eu des périodes, des grandes crises d'antisémitisme. Il y a eu la fin du 19e siècle, qui est bien connue. L'affaire Dreyfus est bien connue. Et puis, il y a eu les années 30, où l'antisémitisme a été d'une violence incroyable. Mais comme c'est très ambigu, en même temps, Léon Blum a été président du Conseil à un moment donné où le déchaînement de la presse de droite et d'extrême droite était d'une violence que nous ignorons aujourd'hui. L'accueil a été ambigu, complexe, dépendant des périodes et des conditions historiques. Est-ce qu'il y a un moment où la citoyenneté, l'idéal aussi de votre père, a été mis à dure épreuve, à un moment particulier, avant même Vichy et les lois qui s'en sont suivies? Est-ce qu'il a douté avant cela? Écoutez, il était lucide, et comme le rappelait Dominique Schnapper, il y avait dans la France de l'entre-deux-guerres une violence verbale, antisémite, qui s'exprimait à travers nombre de journaux de droite. Pas besoin de rappeler ce qu'étaient les éditoriaux
de l'Action française et d'autres journaux encore. L'antisémitisme s'étalait et se polarisait en effet sur Léon Blum, que mon père révérait. Il lisait le Populaire tous les matins, c'était son maître à penser. Tout cela est tout à fait exact, ça n'a rien à voir avec ce qui a suivi et qui alors là a été tragique. Si je reviens à cette question de l'exil intérieur évoquée par Julia Kristeva, est-ce que vous avez le sentiment que votre grand-mère, même arrivée ici, accueillie ici, avec ce réseau de solidarité qu'elle a pu recréer, a toujours vécu avec une blessure au fond d'elle-même que vous avez pu percevoir, avec une forme d'exil intérieur, provoqué aussi? Non, je suis catégorique. Non. Non. Non, je le dis pourquoi ? Parce que il n'avait avec l'Empire russe aucun lien affectif. Et c'est pas idée dans le fond de son village, Stettel, là, dans la plus extrême misère, et disons-le, traité toujours ou souvent avec mépris, qui allait avoir des nostalgies. Peut-être la couleur du ciel un soir, peut-être la vision d'une maison qui lui évoquait son Lisba, mais ce sont des souvenirs, c'est pas un attachement à une patrie où je reviendrai, ou bien je reverrai les amis, je reviens. Non, c'était fini. Pour elle, sa vie, c'était sa famille. Point. Et là où sa famille était bien traitée, là nous vivions heureux, c'était pour elle le bonheur. Elle n'avait pas à se poser ces questions d'appartenance ou de non-appartenance. Son monde était juif, son monde était yiddish. Elle parlait d'ailleurs 3 langues, parlait yiddish parfaitement, le russe, pas celui de Tolstoï, j'en suis convaincu. Le français, c'était un français à elle, recréé, mais singulier, comme elle était... Elle avait un si beau sourire et que elle aimait communiquer aux autres ses sentiments. Finalement, on la comprenait. Mais elle a beaucoup souffert du fait qu'elle était illettrée. Ça, c'est voilà, et son une certitude. Cet analphabétisme, vous le rappelez, comme elle ne lisait pas les journaux, elle ne mesurait pas exactement la montée des périls, ni la xénophobie et l'antisémitisme grandissant avec la crise économique dans la société française. Elle rappelait parfois le dicton « Il y aura toujours dans ce monde des chiens enragés pour mordre les Juifs ». Oui. Robert Badinter, vous évoquez le fait qu'elle se sentait juive, mais vous dites qu'elle n'a pas non plus placé cette foi ou la religion au cœur de tout. Elle a été élevée dans ses pratiques, elle a vécu selon certains rites, et souvent vous l'avez vu prier, mais vous vous interrogez, avait-elle cependant conservé une foi inaltérable dans la bonté et la justice divine? En ces jours de printemps 1940, elle suppliait l'Éternel Tout-Puissant de secourir son peuple et de protéger sa famille, mais le soleil brillait de l'aube au coucher sur le triomphe de l'armée allemande, et le silence de l'Éternel était accablant. Oui, je l'ai vécu enfant comme tel, oui. C'est vrai que je décris d'ailleurs cette arrivée des divisions blindées, enfin des premières unités blindées de l'armée allemande à Nantes où nous étions, et ce que cela impliquait. Ce que cela impliquait, vous savez, il y avait à ce moment-là des postes de radio très grands en bois, un seul pour toute la famille, tout le monde se réunissait autour. Et là, elle avait entendu, elle est aussi proche du yiddish que l'allemand, réciproquement, eh bien, elle avait, avec nous tous, enfants, à cette époque, entendu les hurlements de Hitler, d'imprécation terrifiante. Et donc, je comprenais bien, là, ce que voulait dire la victoire des armées allemandes. C'était encore au-dessous de ce qui est advenu ensuite. Et votre père aussi, qui souvent d'ailleurs coupait le poste en écoutant cette voix. Mon enfance a pris fin le 10 mai 1940, écrivez-vous, Robert Badinter, dans Idis. Que s'est-il passé après pour vos proches? Il y a d'abord, et ça... c'est la réalité quotidienne, mesures successives prises par les Allemands et aussi pour partie par Vichy, qui
se sont succédés. Moi, j'ai mesuré très bien, enfant, ce que ça signifiait pour mon père que d'être jeté hors de l'entreprise qu'il avait créée, vraiment, alors à force de travail avec ma mère. Et quand il tirait une fierté légitime, il fallait lui donner les clés à un administrateur gérant nommé par le commissariat aux questions juives, qui lui versait chaque mois une petite rémunération. Mais il n'était plus le maître chez lui. Sur les magasins, il y avait partout l'étiquette entreprise juive, Jüdisches Geschäft. Ces réalités-là, il les a perdues, les a perçues, avec, j'en suis sûr, une douleur et une peur profonde et justifiée. Les défilés, l'armée allemande était au zénith à ce moment-là, soit avant la campagne de Russie, soit au début. Mais ils étaient morts en avril 1942, pendant la deuxième grande offensive allemande. Les grands drapeaux nazis qui flottaient avec la croix gammée sur tous les bâtiments, ces troupes qui défilaient dans les grandes avenues parisiennes, ça lui faisait horreur, terreur et horreur. Et les mortes, je décris à la fin du livre l'enterrement. Elle est morte pendant l'occupation, pas en déportation, elle est morte à Paris, elle est très malade, et à l'époque il était interdit à des juifs de se rassembler, et il faut, pour que les prières soient dites, 10 juifs, 10 hommes juifs autour de la tombe. Ils se réunissaient, mais chacun arrivait de son côté, furtivement, le rabbin aussi, avec un membre de la famille. Et c'est ainsi que s'achève la vie d'Isis. Elle avait commencé dans le ghetto, s'est achevée pendant l'occupation, pendant les ténèbres de l'occupation.